Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Witchy Planet consacrée cette année à la lithothérapie, aux pierres et les lieux qu'elles incarnent, puisqu'après tout, on est dans Witchy Planet, donc on va aussi un petit peu partir en voyage. Mais rendons à César ses lauriers. Cette idée n'est pas de moi, mais d'Alina. Parce qu'après avoir sillonné ces 3 dernières années, les lieux les plus sorciers du globe, les arrondissements les plus magiques et ésotériques de Paris, et tous les hauts lieux vibratoires de France, eh bien je me suis dit que cet angle nouveau, différent, était décidément très intéressant. Car depuis toujours, l'humanité est fascinée par les pierres. Associés bien souvent aux puissants, leur usage était très répandu dans toutes les civilisations, des pharaons en passant aux Amérindiens, sans oublier les Perses qui, par exemple, pensaient que la Terre était un gigantesque saphir dont les reflets coloraient le ciel. Poétique, n'est-ce pas ? Et cette fascination, eh bien, je la partage, parce que les pierres m'ont toujours appelé depuis l'enfance. De la recherche de pseudo-fossiles lors d'interminables promenades en famille, de silex dans la cour de ma tante pour essayer de faire du feu avec mes cousins, et plus tard une collection à n'en plus finir de pierres roulées de bijoux, eh bien je peux dire que les pierres ont toujours fait partie de mon quotidien et je pense qu'il y a quelques-uns parmi d'entre vous qui sont dans le même cas. Ma curiosité concernant la lithothérapie est venue plus tard. D'ailleurs, je dois vous prévenir que je ne prétends pas du tout être une spécialiste, mais alors pas du tout, mais comme toujours, je vais tâcher d'être la plus probante dans les informations que j'ai collectées pour vous sur le sujet. Alors, pour inaugurer cette série, eh bien, je n'ai pas eu à réfléchir très longtemps sur le choix de la pierre que je souhaitais vous mettre en avant. Pierre sacrée, emblématique de la civilisation égyptienne que j'affectionne tant, je pense que vous l'avez à l'esprit, c'est le lapis-lazuli bien sûr, et cette pierre m'est vraiment apparue comme une évidence pour démarrer ce cycle. Et ainsi, à chaque chronique Witchy Planet, cette année, outre le fait de vous présenter la pierre du jour en détail, ses caractéristiques, son histoire, les lieux qui l'incarnent, ses usages et propriétés en lithothérapie, eh bien, je vais en profiter aussi pour vous livrer des informations sur les grands fondements et principes de la lithothérapie, bien sûr, en toute modestie. Et ainsi, au bout de la saison, eh bien, vous aurez acquis quelques bases en lithothérapie et puis surtout, vous aurez découvert le visage de 9 pierres en particulier. Mais sans plus tarder, commençons par poser la définition et l'histoire de la lithothérapie. Les pierres, les cristaux accompagnent l'humanité depuis le premier outil fabriqué de la main de l'homme et sont encore utilisés dans les technologies les plus récentes, les plus poussées. Nous savons qu'entre 15 000 et 5 000 ans avant notre ère, les hommes de la préhistoire se servaient de pierre dans tous les actes de leur vie quotidienne. La pierre était portée en amulette, travaillée en statuette, dressée en temple mégalithique. Menhir, dolmen, cromlech, on y appelait force, fécondité. La lithothérapie était déjà née, comme le résume l'auteur Reynald Bosquero dans son ouvrage « Guide pratique des pierres et des soins » aux éditions Marabout. Dans l'Antiquité, les Aztèques, Mayas et Incas sculptent la pierre en statues, statuettes, bijoux. En Égypte, le symbolisme des couleurs des pierres, ainsi que l'art de leur placement sur le corps, notamment sur les momies, se développe. En Chine, en Inde, en Grèce, dans la Rome antique et l'Empire ottoman, chez les Hébreux et les Étrusques, on élève temples et statues, on fabrique des bijoux ornés de gemmes et on utilise les pierres pour leurs vertus physiques et psychologiques. Alors durant le premier millénaire, la symbolique des pierres va s'enrichir considérablement. Que ce soit en Occident, en Chine, en Inde, au Japon, en Amérique, en Afrique ou en Australie, le savoir autour des pierres continue de croître. Les alchimistes cherchent la pierre philosophale, les Chinois utilisent les propriétés du jade en médecine, les Indiens codifient les propriétés des gemmes et les jeunes brahmanes sont initiés au symbolisme minéral. Dans les tribus nomades de divers continents, les pierres sont utilisées comme objet de relation entre hommes et le divin. Et puis au cours du second millénaire, les connaissances s'affinent. L'abbé Ahui, savant minéralogiste sous Bonaparte, découvre au XVIIIe siècle les 7 systèmes cristallins. Les pierres sont utilisées en médecine, essentiellement sous forme de poudre et d'élixir. La lithothérapie, qui ne porte pas encore son nom, rejoint les disciplines scientifiques médicinales. C'est assez hallucinant quand on y réfléchit par rapport à aujourd'hui où tout doit être scientifique et cartésien. Et puis, sous l'impulsion du progrès des sciences, on se détourne du pouvoir des pierres. Ce n'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle que l'on assiste à un regain d'intérêt pour les pierres et leurs propriétés. Donc le terme lithothérapie n'apparaît seulement qu'à cette époque-là,
en même temps d'ailleurs que des termes comme la phytothérapie. Son étymologie vient de l'association des termes grecs lithos, signifiant pierre, donc pierre par opposition aux matériaux comme le bois, les métaux, et thérapeia, signifiant cure, prendre soin d'eux. Donc littéralement, la lithothérapie, c'est l'art du soin par les pierres. Et c'est le médium Edgar Cayce qui attire le premier l'attention sur les propriétés curatives des minéraux en évoquant le pouvoir de guérison des cristaux, ce qu'il va appeler Crystal Healing. Puis c'est sous l'impulsion des mouvements d'idées nés dans les années 60 et 70, en particulier le New Age, que la lithothérapie regagne les faveurs du public. Alors aujourd'hui, de plus en plus de personnes se passionnent pour les bienfaits des pierres et développent cette approche douce comme alternative et complément à la médecine moderne. L'occasion d'ailleurs de rappeler ici que la lithothérapie ne remplace absolument pas une consultation chez le médecin, c'est une aide tout au plus qu'il faut percevoir comme vraiment une aide complémentaire. Car soyons clairs, aucune étude scientifique n'a prouvé l'effet des pierres sur l'organisme, mis à part la radioactivité. Mais d'un autre côté, moi je me dis que si les humains attribuent un pouvoir aux pierres et nourrissent une telle fascination depuis des millénaires, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a en tous les cas une attraction naturelle évidente, une raison subtile et sans doute un égrégore. Et en attendant que nous trouvions peut-être un jour les moyens de constituer la lithothérapie en science, nombreuses sont les personnes qui considèrent que les pierres ont des pouvoirs thérapeutiques. Ces roches, minéraux ou pierres précieuses exerceraient en effet un impact perceptible sur nous les humains, sur le plan physique, émotionnel, mental ou spirituel. Des pierres qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles dues à leur formation, leur structure, leur teneur en minéraux ou encore leur couleur, auraient des vertus pour notre bien-être. En tous les cas, les pierres, les cristaux font partie d'un quotidien très concret. On extrait chaque jour des métaux et les corps chimiques de minéraux. Le quartz est dans nos montres, dans nos ordinateurs, dans nos appareils électroniques. Les rubis génèrent les lasers et bien sûr, nous les portons en bijoux, nous les utilisons aussi en décoration. Donc au final, chacun est libre de faire sa propre idée sur la lithothérapie et au fond, ce qui est juste, c'est ce que l'on ressent soi. Passons maintenant à la star du jour, j'ai nommé le lapis-lazuli avec son bleu intense et envoûtant. Alors tout d'abord, précisons que le lapis-lazuli est une roche et non pas un minéral. Parce que au sens géologique et minéralogique, une roche, c'est un mélange de substances, alors qu'un minéral, en revanche, c'est une composition uniforme de matière avec une apparence homogène. Or, lorsque vous regardez votre lapis-lazuli, si vous en possédez un, vous voyez bien qu'il est en fait composé de plusieurs choses, de plusieurs minéraux. La lazurite évidemment, pour une proportion qui va osciller de 25 à 40%, et c'est la lazurite qui va lui donner cette couleur bleue si intense. Mais vous allez aussi pouvoir observer des veines blanches, bleues et des incrustations dorées. Eh bien, ces veines blanches, ça va être la calcite, les veines avec des nuances bleues, la sodalite, et puis ces petites incrustations, ces petites étoiles, évidemment, c'est la pyrite. Donc le lapis-lazuli, c'est une roche et c'est une roche métamorphique, c'est-à-dire qu'elle a été transformée dans sa structure sous l'effet de modifications de température et de pression à l'intérieur de certains calcaires qui sont en fait des marbres cristallins. Et c'est une pierre qui a donc une structure cristalline cubique, dont la teinte peut être plus ou moins translucide jusqu'à quelque chose de très opaque, avec différentes nuances de bleu selon les pierres. Ça va du bleu foncé, en passant par le bleu mauve, le bleu vert. Et le lapis, on va le classer dans la catégorie de ce qu'on appelle les pierres fines, ce qu'on appelait auparavant aussi les pierres semi-précieuses. Étymologiquement parlant, son nom provient du persan lazawar, ou l'azur, qui signifie bleu, évidemment, et lapis, qui signifie pierre en latin. Les principaux gisements du lapis-lazuli, on va les trouver dans les montagnes d'Afghanistan, du Pakistan, du Tadjikistan, et c'est en Afghanistan qu'on va recenser les tout premiers gisements il y a plus de 7000 ans. De nos jours, c'est toujours là qu'on va trouver le gisement le plus abondant du monde, qui s'appelle Saresang et qui est situé dans une région
très difficile d'accès, à 2500 mètres d'altitude, et c'est le gisement qui est réputé aussi pour produire les pierres les plus belles, les plus fines, les plus qualitatives du marché. Alors de nos jours, outre l'Afghanistan, la majeure partie des gisements de lapis-lazuli, on va les retrouver aux États-Unis, en Californie et au Colorado, au Canada, au Myanmar en Birmanie, en Angola, en Russie, dans la région du lac Baïkal et au Chili. D'ailleurs, la pierre lapis-lazuli, eh bien, c'est la pierre nationale du Chili depuis 1984, parce que c'est là qu'on va retrouver la seconde mine la plus importante. Donc il y a 2 gisements qui sont très connus au Chili. Il y en a un premier qui s'appelle Flor de los Andes, qui est à 3500 mètres d'altitude et qui était déjà exploité à l'ère des civilisations précolombiennes. Et puis il y en a un deuxième qui s'appelle Ovalle, toujours au Chili, qui fournit donc une pierre beaucoup plus pâle que la normale, qui est assez particulière. Côté solidité, dureté, le lapis-lazuli, il est classé au niveau 5 à 6 sur l'échelle de Mohs. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Donc, Mohs, M-O-H-S. En fait, c'est une échelle qui a été inventée en 1812 par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs afin de mesurer la dureté des minéraux. Et donc, en fait, il a basé en fait, sur 10 minéraux facilement disponibles. Cette échelle qui va de 1 à 10, donc du plus tendre au plus dur, le plus tendre étant donc le talc et le plus dur étant le diamant. Voilà, et donc le lapis-lazuli c'est entre 5 et 6, donc vous voyez c'est vraiment une dureté plutôt moyenne, quoi, hein. Et d'une densité de 2,5 à 2,9. Alors souvent, les gens ils vont aimer le côté pailleté du lapis-lazuli avec ses inclusions de pyrite. Or, si la pierre contient une trop forte proportion de pyrite, eh bien elle perd en qualité. En effet, c'est la teneur en pyrite qui détermine la densité du lapis-lazuli. Cependant, le facteur le plus important pour estimer sa valeur, c'est indéniablement sa couleur. Plus elle contient de traces d'autres minéraux, donc ces fameuses veines dont je vous parlais, les veines blanches, les veines bleues, plus elle perd en intensité. Et donc, comme je vous disais, les lapis-lazuli, les connus pour être les plus purs, c'est ceux qui viennent d'Afghanistan, parce que c'est un bleu très profond, très intense, très chaud, tant recherché par les collectionneurs et les joailliers. D'ailleurs, quand vous cherchez en fait des pierres sur les marchés, dans les foires ou sur les sites internet, souvent on vous dit voilà, ça vient d'Afghanistan. Bon, c'est pas toujours évident non plus d'en obtenir la preuve, si tant est qu'en plus vous ayez en fait devant vous un lapis-lazuli véritable, puisqu'il y a énormément de contrefaçons avec des pierres qui sont teintées, voilà, et puis des qualités aussi très, très variables. Voilà pour la présentation du lapis-lazuli, de ses caractéristiques physiques, et maintenant je vais vous proposer d'aller découvrir son histoire et les lieux que la pierre incarne. Comme je vous le disais, ça fait déjà 7000 ans que le lapis-lazuli exerce une fascination sur les hommes et que les hommes l'utilisent. La première, on va dire, utilisation attestée du lapis-lazuli, eh bien, c'est sur le site de Tepe Gara, en Mésopotamie, à la fin de la période d'Obéide. Donc c'est une période qui allait de moins 6500 à moins 3750 avant Jésus-Christ. Et on va également la retrouver citée à plusieurs reprises dans l'épopée de Gilgamesh, ce fameux récit légendaire de Mésopotamie. Ensuite, à l'époque des dynasties archaïques sumériennes, de moins 2900 à moins 2340, on va également retracer un fort usage, un fort recours à la pierre, à laquelle on attribuait en fait des vertus apotropaïques, c'est-à-dire de protection contre les forces néfastes. Et évidemment, s'il y a un endroit auquel on pense quand on pense lapis-lazuli, eh bien c'est évidemment l'Égypte. Et c'est là que je vous emmène pour notre première destination. Donc direction l'Égypte et plus précisément à Luxor sur la rive ouest du Nil. Alors vous le savez, les Égyptiens étaient fans de lapis-lazuli, mais il ne faut pas croire que tout le monde y avait accès, c'était vraiment réservé
aux plus puissants, aux plus riches, notamment les pharaons et les membres de la famille royale. Donc on va utiliser la pierre en orfèvrerie, mais aussi pour les masques funéraires de ces personnes-là. Et c'est pour ça que je vous emmène justement à Luxor, puisque c'est là que se situe la vallée des rois, là où on trouve enterrés donc les pharaons, et en particulier Toutankhamon. Et c'est dans sa tombe qu'on a trouvé ce masque qui est absolument envoûtant, je suis sûre que vous l'avez à l'esprit, ce fameux masque d'or incrusté de stries de lapis-lazuli avec ce contraste de ce bleu avec l'or et qui est absolument magique. D'ailleurs, ce masque va être bientôt transféré au nouveau grand musée égyptien du Caire. Donc si vous avez un jour la chance de vous y rendre, eh bien, je pense que c'est vraiment un objet absolument incontournable. Donc durant cette époque, le lapis-lazuli c'était aussi associé par les Égyptiens à l'immortalité et à l'infini par sa couleur bleue. Et c'est pour cette raison qu'ils plaçaient cette pierre à l'intérieur des tombeaux, mais aussi pour protéger les défunts et les accompagner dans la mort. Mais outre cet usage-là, certains aussi l'utilisaient en maquillage, puisque en fait la pierre était réduite en poudre et utilisée en fard à paupières. Alors ça devait donner un truc assez disco quand même, hein. Alors si on quitte l'Égypte mais qu'on reste à la même époque, la même période, on peut parler aussi des Romains qui utilisaient également la pierre lapis-lazuli, mais complètement différemment puisque eux ils l'utilisaient comme un aphrodisiaque. Et oui, alors c'était aussi extrêmement onéreux, alors encore plus onéreux pour eux parce que il fallait pouvoir s'en procurer, hein, et le fait de s'en faire acheminer depuis le Proche-Orient, c'était quand même pas une mince affaire. À noter aussi dans l'Antiquité qu'il n'était pas rare que le lapis-lazuli soit confondu avec le saphir. D'ailleurs, Pline, hein, le fameux Pline l'Ancien, parlait de sapyrus, c'est-à-dire de saphir, quand il désignait le lapis-lazuli. Il parlait de saphir avec des taches dorées. On trouve d'ailleurs des références similaires dans la Bible, mais également dans des écrits arabes de la même période qui utilisaient la désignation de saphir pour cette même pierre. Alors évidemment, la nomenclature actuelle de la minéralogie n'est plus la même que celle de l'Antiquité, ni même celle de l'époque médiévale. Alors au Moyen-Âge d'ailleurs, on attribuait au lapis-lazuli des vertus médicinales. On pensait que la pierre était bonne pour la robustesse des membres, que ça permettait aussi de guérir l'esprit de la peur, du doute et de l'envie. On va la consommer carrément en élixir, donc on la buvait broyée mélangée à du lait, mais on l'utilisait aussi de manière très prosaïque, hein, pour teindre des tissus, pour peindre sur de nombreux supports, notamment les enlumineurs du XIIe siècle l'ont beaucoup utilisé donc en pigment. Et plus tard, pendant la Renaissance, on va continuer d'utiliser cette poudre en pigment pour confectionner des œuvres d'art, dont certaines sont très célèbres encore à l'heure actuelle. Et sur ce rebond, je vous emmène justement en Hollande pour découvrir un tableau absolument emblématique de ce bleu lapis-lazuli. Donc je vous emmène plus précisément dans la ville de Delft, dont le peintre Vermeer est originaire. Alors Vermeer, 1632-1675, vous le connaissez sans doute, il est extrêmement connu pour avoir peint souvent des scènes de vie domestique, avec vraiment en fait une ambiance très particulière qui mêle à la fois familiarité et mystère par notamment l'association de couleurs inimitables, et notamment ces bleus. Parce que même si à l'époque de Vermeer, le lapis-lazuli était un pigment extrêmement rare et coûteux, ça ne va pas l'empêcher de l'utiliser abondamment dans tout un tas de tableaux, alors sachant qu'il n'en a pas produit énormément, en plus il a une vie relativement courte, et donc pour ces bleus, il a utilisé principalement 3 pigments, le lapis-lazuli qui produit donc le bleu outre-mer, mais aussi l'indigo, et la cérus qu'on appelle aussi blanc de plomb. Alors, si on devait faire un focus, on pourrait parler de plusieurs tableaux du peintre, puisque nombreux sont célèbres, mais il y en a un qui est emblématique, vous l'avez peut-être deviné, c'est La jeune fille à la perle. Alors c'est une peinture à huile sur toile réalisée donc vers 1665, et ce tableau, qui est de moyenne dimension, est un portrait en buste d'une jeune fille. Alors on pense que ça peut être l'une des filles de Vermeer, et donc cette jeune fille porte une perle à l'oreille ainsi qu'un turban sur la tête.
Et on l'a d'ailleurs aussi surnommée la Joconde du Nord. Voilà. Et ce portrait, il est vraiment représentatif de l'âge d'or de la peinture néerlandaise. Et donc voilà, ce bleu, vous allez le retrouver dans bon nombre des tableaux de Vermeer, donc vous serez peut-être attentif si vous avez la chance d'aller en voir en vrai dans certains musées. En tous les cas, celui-ci, vous allez le retrouver au Mauritshuis, qui est le plus beau musée de La Haye en Hollande. Alors, on va rester en Europe et je vous amène maintenant en Italie. Et hop, je vous emmène à la Chapelle Sixtine à Rome, sur le mur ouest intérieur de l'édifice, pour contempler la fresque du Jugement dernier. Alors, si je vous pose la question de l'auteur de cette fresque, vous avez déjà un sacré indice. Chapelle Sixtine, généralement, on pense tout de suite Michel-Ange. Et oui, c'est Michel-Ange qui va peindre cette composition absolument spectaculaire entre 1536 et 1541. Alors, pourquoi est-elle spectaculaire ? Déjà parce que elle est d'une taille monumentale, elle fait 200 mètres carrés, 16 mètres sur 13, mais elle est aussi spectaculaire par l'effet, le contraste esthétique qu'elle imprime. On est donc sur le thème du jugement dernier, le Christ en train de juger les âmes, les élus qui montent au paradis, les damnés qui partent en enfer. Et on va donc observer 391 personnages en mouvement qui sont représentés vraiment avec une précision d'anatomiste sur ce superbe fond bleu qui est produit grâce à quoi ? Vous l'aurez deviné, grâce au pigment du lapis lazuli. Et il ne faut pas imaginer qu'à l'époque, le pigment était beaucoup plus abordable qu'au temps des Égyptiens ou des Romains, comme je vous le disais précédemment. Il était tellement luxueux, tellement onéreux, qu'il fallait le préciser dans les contrats de commande des tableaux. Et c'est grâce au financement du pape que Michel-Ange va pouvoir l'utiliser dans cette fresque-là. Et d'ailleurs, ce qui est notable quand vous voyez cette fresque, c'est que donc autour, vous avez d'autres fresques, donc exécutées également par Michel-Ange, mais pour lesquelles il a utilisé d'autres pigments, on va dire plus cheap, et on voit bien en fait que le contraste, on voit bien le contraste et on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même rendu. Donc si vous avez la chance de vous rendre prochainement en Italie et à Rome en particulier, attendez aussi un petit peu si vous voulez voir cette fresque, puisque le Vatican a annoncé récemment la rénovation de la fresque, puisqu'elle n'avait pas été restaurée depuis 30 ans. Et donc, a priori, à partir de janvier 2026, et pour une durée de 3 mois, eh bien, la fresque va connaître une opération exceptionnelle de rafraîchissement. En tous les cas, c'est vraiment un joyau de la Renaissance qu'il ne faut pas manquer si vous avez l'occasion de vous rendre à Rome dans les prochains temps. Alors, on va maintenant partir pas très très loin de l'Italie, dans le pays juste à côté, c'est-à-dire dans le nôtre. Donc on va en France. Donc nous voilà de retour en France et dans une époque beaucoup plus contemporaine puisqu'on est au XXe siècle, à la découverte de l'œuvre d'Yves Klein, et oui, un autre peintre encore, on reste dans ce registre. Donc vous connaissez forcément le bleu Klein qui a envahi son œuvre à partir de 1957. Alors le peintre va décliner cette couleur à l'infini de manière quasi obsessionnelle, de monochrome peint au rouleau en passant par des reproductions de statues antiques teintes en bleu, et sur aussi ces tableaux contrastes avec des fonds blancs. Vous avez peut-être à l'esprit ce tableau, alors je ne me rappelle plus du nom, mais où on voit des silhouettes féminines assez abstraites, teintes en bleu sur fond blanc. Donc vraiment, Yves Klein va être en amour pour cette couleur. Pourquoi ? Parce que ce bleu-là, spécifiquement, c'est pour lui la plus parfaite expression du bleu, qu'il considère vraiment comme une couleur céleste. Alors, ce bleu incomparable, évidemment, Klein ne l'a pas inventé, même si il lui a donné son nom. Ce bleu incomparable, ce bleu outre-mer, il vient, ce que je vous disais précédemment, du lapis lazuli. Il était déjà utilisé précédemment par tout un tas de gens. Mais pour autant, à cette époque, le lapis lazuli, il est pas plus accessible, il l'est même encore moins, puisqu'à l'époque, le lapis va coûter entre 6 000 et 10 000 francs le kilo,
pour ceux à qui les francs vont encore parler. Alors du coup, Klein va se tourner vers des chimistes pour essayer de trouver une alternative. Il va d'abord se tourner vers Jean-Baptiste Guimet, qui était un chimiste et un industriel lyonnais, qui va mettre au point un pigment de synthèse à base de thiosulfate d'aluminosilicate de sodium et qui ne coûte que 800 francs le kilo. Le problème, c'est que la couleur, une fois qu'elle est mise en peinture, qu'elle est appliquée sur la toile, eh bien, en fait, elle ne fixe pas. Voilà, donc il lui faut trouver en fait quelque chose qui va venir permettre de fixer le pigment sur le support. Et c'est là qu'il va du coup rencontrer un autre chimiste qui lui vient de l'entreprise Rhône-Poulenc et qui va lui fournir une clé. Cette clé, ça s'appelle le rhodopas, donc c'est un acétate de vinyle et qui est généralement habituellement utilisé comme fixatif et qui va permettre justement de corriger la problématique du pigment de synthèse précédemment trouvé. Et c'est ainsi que le 19 mai 1960, Yves Klein va déposer l'IKB, donc l'International Klein Blue, à l'INPI, donc à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Alors il va bien sûr pas déposer la couleur en elle-même, mais il va déposer la recette qui permet d'obtenir ce bleu de manière synthétique. Alors à l'époque, ça lui a valu beaucoup de critiques. Alors déjà, on le critiquait pas mal pour son œuvre parce que on pouvait la trouver parfois un peu facile. Mais surtout, on va le critiquer aussi pour cette démarche parce qu'elle est pour le moins assez surprenante. Et puis pour d'autres, ils voient dans ce dépôt, on va dire, de l'IKB, un acte d'art conceptuel assez inédit. En tous les cas, c'était aussi le but d'Yves Klein, c'était bien sûr entre guillemets, de susciter, on va dire, l'intérêt, la surprise par rapport à son œuvre. Et ça a marché puisque depuis, son univers bleu outre-mer a vraiment conquis le monde entier. Alors en synthèse, vous l'aurez compris, l'attraction que produit le lapis-lazuli a vraiment traversé les époques, les contrées, les usages. Et du coup, on va regarder un usage différent. Et on va maintenant aller voir les propriétés du lapis-lazuli en lithothérapie. Alors, on prête énormément de vertus et de propriétés au lapis-lazuli en lithothérapie. Alors déjà, sur un plan, on va dire, plus psychologique et psychique, on dit que le lapis-lazuli, c'est une pierre qui va apporter un regain de confiance en soi pour celle ou celui qui la porte. C'est une pierre qui va encourager à reprendre sa vie en main, son destin. Donc c'est vraiment une pierre qui va autonomiser, une pierre de souveraineté personnelle, si je puis dire. C'est aussi une pierre qui va élever l'âme et qui va stabiliser l'esprit. D'ailleurs, on la qualifie souvent de pierre de sagesse. Et puis la pierre est associée à 2 chakras en particulier. Alors le premier, c'est le chakra de la gorge. Donc en particulier, si vous portez le lapis-lazuli en pendentif, ça va vous aider à mieux communiquer, notamment vos émotions, vos sentiments, mais ça va vous permettre aussi de vous exprimer de manière plus spontanée, de vous exprimer aussi avec plus de clarté, de mieux défendre vos opinions tout en restant calme et à l'écoute de vos interlocuteurs, parce que c'est aussi une pierre de sérénité, qui va permettre de gérer ses tensions mentales, qui va aider à éliminer le stress, l'anxiété, ainsi que toutes les pensées négatives et les ruminations. Donc c'est aussi une pierre qui permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle la pierre de vérité. Donc vous voyez, pierre de sagesse, pierre de vérité. Et donc le deuxième chakra qui est particulièrement concerné par la pierre lapis-lazuli, c'est le chakra du 3e œil, donc le chakra que vous allez retrouver au niveau de la zone sourcilière entre les 2 yeux. Donc le lapis-lazuli posé sur cette zone-là va favoriser l'intuition, la clairvoyance, la paix intérieure. C'est une pierre qui est idéale justement pour la méditation, qui va permettre de libérer l'esprit de pensées parasites, de croyances limitantes. Voilà, et comme c'est considéré le troisième œil comme étant le centre de la conscience, ça va vous permettre aussi, en l'activant avec le lapis-lazuli, d'observer le monde avec une vision plus large. Voilà, donc pour la méditation, c'est vraiment une pierre qui est tout à fait recommandée.
Alors sur le plan physique, le lapis va aussi avoir pas mal de vertus. Alors déjà, on dit qu'elle apporterait un soulagement considérable des maux de tête. Donc lorsque vous avez besoin justement de calmer une douleur à ce niveau-là, vous pouvez poser la pierre directement sur votre front ou sur vos tempes ou sur la zone douloureuse du crâne. Et vous pouvez même prévenir une crise de migraine si vous êtes coutumier de ce problème-là en glissant un lapis lazuli sous votre oreiller pendant quelques jours. Alors on dit aussi que le lapis lazuli aurait des vertus au niveau sommeil. Maintenant, il y a un peu de controverse par rapport à ça, parce que c'est quand même une pierre très tectonique, donc c'est... Après, bon, voilà, c'est vraiment aussi en fonction de la sensibilité de tout un chacun, mais là, on lit parfois des choses un petit peu contradictoires par rapport à cette vertu-là. En tous les cas, elle est aussi réputée pour aider à l'équilibre, notamment contre les sensations de vertige. Surtout, et c'est en lien avec le chakra de la gorge dont je vous parlais précédemment, le lapis lazuli, il va aussi être d'une aide précieuse au niveau de tout ce qui est zone respiratoire, donc toute la sphère ORL. Donc ça va aider à renforcer les poumons, à fortifier la gorge, à activer le fonctionnement du thymus, à aussi un petit peu préserver le pharynx. Donc c'est vraiment une pierre qui est recommandée, notamment pour les asthmatiques, mais aussi qui peut être parfaite pour soulager tout simplement une toux ou le rhume, hein, voilà, des éternuements. Voilà. On confère aussi à la pierre lapis lazuli des vertus pour le bon fonctionnement des yeux, comme souvent d'ailleurs les pierres bleues, hein, notamment par exemple la calcédoine. De manière générale, donc, les maux de tête, les troubles du sommeil sont fortement liés à une fatigue d'origine visuelle, et c'est pour ça qu'on peut aussi agir, on va dire, sur cet aspect-là par une application de la pierre, en fait, au niveau des yeux. Et puis aussi, on dit que le lapis lazuli a un effet sur la peau, notamment en cas de piqûres d'insectes, d'éruptions cutanées type allergie, eczéma et même de brûlures. Donc sous l'effet du massage de la zone, on aura en fait l'effet calmant de la pierre et de son bleu froid qui va atténuer la douleur et l'inflammation. Et puis comme c'est une pierre qui est évidemment associée à l'élément eau, la pierre lapis lazuli va posséder une action très, très efficace sur le fonctionnement des reins, de la vessie. Elle va aussi réguler le confort digestif et apaiser les douleurs liées au cycle menstruel. Alors je vous le redis encore à cet endroit-là, une fois de plus, hein, c'est quelque chose à prendre de manière vraiment complémentaire, mais ça ne remplacera jamais une consultation chez un médecin, un traitement médical, mais ça peut vraiment constituer une aide intéressante. Alors si vous aimez le lapis lazuli, si vous aimez les pierres en général et que vous voulez les associer entre elles, il y a des associations à favoriser et des combinaisons à éviter absolument. Alors côté association à favoriser, surtout si vous avez envie de travailler l'ouverture de votre chakra de la gorge, il est vraiment idéal de pouvoir combiner le lapis avec d'autres pierres bleues, notamment l'azurite, l'aigle marine, la sodalite, le larimar, le quartz bleu ou l'apatite bleue, et il y en a bien d'autres. Mais vous pouvez aussi l'associer idéalement avec les pierres dites froides aux vertus apaisantes comme l'améthyste, la fluorite, la labradorite, la pierre de lune. Donc c'est des pierres qui, parce qu'elles sont dans les mêmes teintes, vont diffuser des énergies similaires et donc vont se renforcer, et notamment en termes de calme, de communication, de sérénité. Alors à l'inverse, il y a vraiment des combinaisons qu'il faut éviter, notamment l'association lapis lazuli jaspe rouge, ou encore avec la malachite, ou encore avec l'obsidienne noire ou l'onyx. En effet, ces combinaisons ne sont pas du tout compatibles, parce que, déjà, par exemple, l'obsidienne et la malachite se portent seules, et puis leurs énergies sont complètement contradictoires. Le lapis lazuli, c'est une pierre qui est puissante mais qui est douce, alors que les autres sont vraiment dynamisantes et sont très fortes. Et donc, de ce fait-là, le lapis ne pourra pas exprimer tous ses bienfaits. Alors, si vous avez un lapis lazuli, vous avez prévu d'en acquérir un, comment en prendre soin? Déjà, on l'a vu, la dureté est moyenne, hein. Donc c'est une pierre qui est relativement fragile, un peu molle, si on peut le dire comme ça, qui est sensible au choc et aux produits chimiques. Donc surtout, on évite le liquide vaisselle et le savon.
Il faut donc l'entretenir avec précaution, éviter les baignades à la piscine, éviter de l'exposer à des sources de chaleur directe, donc typiquement le soleil, c'est pas bon, ça va en fait rendre la pierre terne. Vous pouvez la mettre au soleil mais pas à la lumière directe, parce que malgré tout le soleil va vous permettre de la recharger, mais ce qui est mieux encore pour la recharger, c'est plutôt la lumière de la lune, donc une nuit de pleine lune, ça lui ira très très bien. Et puis sinon, vous pouvez, et ça c'est vraiment universel, vous pouvez utiliser un amas d'améthyste ou une géode de cristal de roche. Et puis côté, là je vous parle en rechargement, mais côté purification, vous pouvez tout simplement lui donner un petit bain d'eau, alors pas de l'eau du robinet, parce qu'il y a trop de trucs pas bons pour elle dedans, mais de l'eau déminéralisée, de l'eau de source ou de l'eau de pluie, ça ira très très bien. Alors en conclusion, mes chers auditeurs antasiens, j'espère que cette plongée dans le bleu envoûtant et mystérieux du lapis lazuli vous aura permis de mieux connaître cette pierre et sous toutes ses facettes. Jeu de mots. Est-ce qu'il y a une pierre qui vous intéresserait particulièrement pour la prochaine chronique ? Si c'est le cas, eh bien faites-le nous savoir dans le chat et Alina pourra me remonter l'information. En tous les cas, moi j'aurai plaisir à vous retrouver le mois prochain, cette fois-ci en direct je l'espère. Il me reste à vous souhaiter Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.